régularisation. On va parler de la régularisation pendant l'entraînement, pendant l'entraînement de nouveaux modèles. Donc, un problème central en apprentissage profond, c'est de savoir comment créer un algorithme qui fonctionnera bien, non seulement sur les données d'entraînement, mais aussi sur les nouvelles données. L'un des défis les plus courants auxquels vous serez confrontés lorsque vous entraînez des nouveaux modèles, c'est le problème de surajustement ou overfitting, dont vous avez probablement entendu parler. Et le overfitting, ça décrit une situation dans laquelle votre modèle fonctionne exceptionnellement bien sur les données d'entraînement, mais pas sur les données de test. Alors, voilà un exemple de données représentées sur un graphique, sur le plan XY. Alors maintenant, on veut construire un modèle qui conviendra le mieux à l'ensemble des données. Alors, comment on fait? On pourrait tracer une ligne avec une pente aléatoire dans l'interception. De toute évidence, ce n'est pas le meilleur modèle. Sous-ajustement, underfitting. Comme ça correspond vraiment bien à notre modèle. Mais ça, c'est un surajustement ou un overfitting. Donc, il ne faut pas oublier que pendant l'entraînement, on va montrer au réseau nos données d'entraînement. Et donc, une fois que c'est fait, on s'attend à ce que le modèle soit presque parfait pour les données que le réseau a vues. Et le problème avec ce graphique, c'est que bien que ce soit probablement la meilleure courbe d'ajustement pour ce graphique, en fait, ce que fait le réseau dans ce graphique, c'est mémoriser les modèles entre les données d'entraînement et ça ne va pas donner de bonnes prédictions pour des données qui n'ont jamais été vues auparavant. Si on donne d'autres types de données, et bien cette courbe-là, elle ne va pas performer de manière raisonnablement bonne. Et donc ça a du sens parce que c'est justement ça qu'on appelle le problème de surajustement. Et en fait, un type idéal de fitting, ce serait une courbe, une droite comme ça, parce que ça fonctionne bien pour les données, enfin ça fonctionne correctement pour les données d'entraînement et pour des nouvelles données qui n'ont pas été vues pendant l'entraînement. Alors, quelles sont les façons pour lutter contre le overfitting? On a un type de régularisation qui est très intéressant, c'est l'abandon ou drop-out en anglais. Il produit de très bons résultats et c'est par conséquent la technique de régularisation qui est la plus utilisée en apprentissage profond. Alors, pour comprendre le drop-out, disons qu'on a un nouveau réseau, avec 2 couches cachées, comme ici. Couche d'entrée ici, couche de sortie là et 2 couches cachées. Ce que fait le dropout, c'est qu'à chaque itération, il va sélectionner aléatoirement certains nœuds et il va les supprimer. Il va également supprimer leurs connexions entrantes et sortantes. Donc, à chaque itération, on a un ensemble différent de nœuds et ça se traduit par un ensemble différent de sorties. Alors, pourquoi ces modèles fonctionnent mieux? Ils fonctionnent généralement mieux qu'un modèle unique parce qu'ils vont capturer plus de hasard. Ils vont mémoriser moins de données d'entraînement et donc ils seront des outils majeurs pour mieux généraliser et construire un modèle prédictif plus robuste. Deuxième façon, la meilleure façon de généraliser un modèle d'apprentissage, c'est d'entraîner avec plus de données. En pratique, la quantité de données dont nous disposons est limitée. Une façon de contourner ce problème de données limitées, c'est de créer des fausses données et de les ajouter à l'ensemble d'apprentissage. Alors, pour certaines tâches d'apprentissage, il est raisonnablement simple de créer de nouvelles fausses données. Et cette approche, elle est finalement la plus simple pour la classification. Un classificateur, il doit prendre en entrée une entrée complexe de grande dimension X et la résumer avec une identité de catégorie Y, par exemple chien, chat ou écureuil. Donc, ça signifie que la tâche principale d'un classificateur, c'est d'être invariant face à une grande variété de transformations. Alors,
on peut générer facilement des nouvelles paires en appliquant des transformations sur les données de notre ensemble d'apprentissage. L'augmentation de données, c'est une technique qui est efficace pour un problème de classification. Alors, qu'est-ce qu'on entend par augmentation de données? Ben, voilà une image originale. Okay. Généralement, les images sont de grande dimension. Elles comprennent une vaste gamme de facteurs de variation. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, une translation. Okay, une translation de quelques pixels dans chaque direction. Ça permet déjà d'améliorer considérablement la généralisation. On peut également retourner l'image, okay, appliquer une rotation. On peut également changer l'échelle. Mais par contre, alors, il faut faire attention à ne pas appliquer une transformation qui pourrait changer la classe d'intérêt. Par exemple, si vous faites de la reconnaissance optique de caractères, okay, les tâches qui nécessitent de reconnaître des choses comme la différence entre AB et AD, ou alors ce que vous avez à droite, la différence entre un 6 et un 9. Si vous appliquez une transformation, une symétrie axiale sur le 6, vous allez vous retrouver avec un 9. Et ça, vous ne voulez pas faire. Vous voulez garder l'information d'image qui correspond à une classe donnée. C'est bon, je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis son micro. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question? OK. Alors, lors de la formation des grands modèles, avec une capacité de représentation suffisante pour suradapter la tâche, on observe souvent que l'erreur de formation diminue régulièrement au fil du temps. Okay. Mais l'ensemble de validation d'erreurs recommence à augmenter. Ça signifie qu'on peut obtenir un modèle avec une meilleure erreur d'ensemble de validation et donc mieux tester cette erreur en arrêtant l'entraînement au point où l'erreur dans le jeu de validation commence à augmenter. Okay. Donc ça, c'est l'arrêt précoce, ou en anglais « early stopping ». Et c'est probablement une forme de régularisation qui est aussi une des plus utilisées aujourd'hui en deep learning, parce qu'elle est efficace et parce qu'elle est très simple à mettre en place. Okay. Est-ce que c'est bon pour les 3 techniques de régularisation? Est-ce qu'il y a des questions à ce point-ci? OK. Alors, dans cette section, on va parler maintenant de 3 types d'architecture réseaux de neurones les plus couramment utilisés. Les réseaux entièrement connectés à propagation avant, feed-forward, réseaux de neurones récurrents, et puis réseaux de neurones convolutifs, CNN, Convolutional Neural Network. Alors, le premier, c'est réseau de neurones à propagation avant. Et ce qu'on entend par... oui, il y a quelqu'un qui parle? Allô, allô? Raphaël, oui. Raphaël, si tu pouvais couper ton micro peut-être, ou Benjamin. Merci. Donc, par entièrement connecté, ce qu'on veut dire, c'est que chaque neurone de la couche précédente est connecté à chaque neurone de la couche suivante, sans aucune connexion vers l'arrière. Okay. Donc, il n'y a pas de cycle ou de boucle dans les connexions du réseau. Comme on l'a mentionné précédemment, chaque neurone d'un réseau de neurones contient une fonction d'activation. Et ça va changer la sortie d'un neurone lorsqu'on lui donne son entrée. Okay. Alors, il existe plusieurs types de fonctions d'activation qui peuvent modifier l'entrée-sortie pour qu'un neurone se comporte de manière différente. On a la fonction linéaire, qui est une ligne droite, qui modifie la valeur d'entrée par un scalaire constant. Fonction sigmoïde, comme on l'a vu, qui va de 0 à 1. La tangente hyperbolique, qui va de -1 à 1. Et puis, Rectified Linear Unit, ou la fonction ReLU, qui est une fonction par morceau, qui produit un 0 si l'entrée est inférieure à une certaine valeur, ou un multiple linéaire si l'entrée est supérieure à une certaine valeur. Et donc, chaque type de fonction d'activation a ses avantages et ses inconvénients, et on les utilisera dans différentes couches de réseaux de neurones profonds. En fonction du problème, chaque fonction est conçue pour être résolue. Donc, il faut aussi rappeler que les 3 dernières fonctions d'activation sont des fonctions non linéaires, parce que la sortie n'est pas un multiple linéaire de l'entrée. Et ce dont on a parlé précédemment, c'est que la non-linéarité, c'est un point extrêmement important, et c'est ça qui permet
au réseau de neurones profonds de modéliser des fonctions complexes. Ce qu'on a vu, c'est que si on utilise des fonctions d'activation linéaire, eh bien, avoir plusieurs couches cachées qui sont elles-mêmes des fonctions linéaires revient à finalement avoir une seule couche linéaire. Okay. Donc c'est pour ça que c'est important de pour pouvoir encoder une certaine complexité en lien avec différentes couches de réseau de neurones, il faut que les fonctions d'activation soient non linéaires. Okay. Donc, en utilisant tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, on peut créer une grande variété de flux entièrement connectés pour des réseaux de neurones. On peut créer des entrées, des réseaux avec diverses entrées, sorties, couches cachées, et puis un certain nombre de neurones par couche cachée et une variété de fonctions d'activation. Okay. Les nombreuses combinaisons qu'on peut créer donnent cette puissance au réseau de neurones. Okay. On peut résoudre un large éventail de problèmes. Plus on ajoute de neurones à la couche cachée et plus le réseau s'élargit. Et puis, plus on ajoute de couches cachées, plus le réseau devient profond. Mais chaque neurone ou chaque couche qu'on ajoute va augmenter la complexité. Okay. Et donc, la ressource de calcul nécessaire pour entraîner un réseau. Cette complexité croissante, elle n'est pas linéaire dans le nombre de neurones que nous ajoutons. Donc ça conduit à une explosion de complexité et de temps d'entraînement pour des grands réseaux de neurones. Okay. Donc ça, c'est le compromis dont vous devez tenir compte lorsque vous créez des réseaux de neurones profonds. Okay. Ma suggestion, le rule of thumb, c'est de commencer avec des réseaux avec très peu de couches. Et puis si vous voyez que vous arrivez, que vous avez de la place pour ajouter de la complexité, et surtout si vous avez beaucoup de données, alors vous pouvez de manière progressive ajouter des couches. C'est bon? Alors, on va maintenant parler des réseaux de neurones récurrents. Recurrent Neural Networks, en anglais, RNN. Alors, tous les nouveaux réseaux dont nous avons discuté jusqu'à présent sont connus sous le nom de réseaux de neurones à propagation avant, okay, ou feed-forward neural networks. Ils prennent en entrée une entrée de taille fixe et ils vous donnent une sortie de taille fixe. Okay. C'est tout ce que ça fait et c'est tout ce qu'on attend d'un réseau de neurones. Prendre une entrée, donner une sortie importante. Mais il s'avère que ces plans de réseaux de neurones standards ne sont pas en mesure de modéliser tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Par exemple, si je vous montre l'image de cette boule, une boule sphérique ronde qui se déplace dans l'espace à une certaine direction, on vient de prendre une photo de cette boule, de cette balle bleue à un instant donné, à l'instant T. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous prédisiez la prochaine position de la balle dans les 3 prochaines secondes. Okay. Vous n'avez aucune idée où va se trouver la balle. Pourquoi? Parce que je vous ai juste montré une photo, un snapshot dans le temps. Ce dont vous avez besoin, c'est l'information de où se trouvait la balle au temps T-1. Okay. Une autre analogie en langage. Supposons que je marche vers vous et que je dise le mot « chien ». Vous n'aurez aucune idée de pourquoi je vous dis le mot « chien » et de ce que je veux dire. Ça n'aura aucun sens. Okay. Il existe des millions de combinaisons qui utilisent le mot « chien ». Et parmi ces millions de combinaisons, moi, je m'attends à ce que vous deviniez ce que j'essaye de vous dire. Donc, ces deux exemples-là de la balle bleue et de chien ont absolument aucun sens. Okay. Pour être compris, il faut que vous ayez des informations sur le passé. Okay. Donc, si on reprend l'analogie de la balle bleue et que je vous donne les états des positions précédentes de la balle et que je vous demande ensuite de prédire quelle sera la trajectoire de la balle future, et bien là, vous pourrez le faire. Okay. Concernant maintenant le langage, si je dis « j'ai un chien », maintenant ça a du sens. Parce que sur toutes les millions de combinaisons possibles avec le mot « chien » ou « un chien », mon intention initiale, c'était de vous dire que j'ai un chien. Okay.
Alors, pourquoi je vous ai donné cet exemple, ces exemples? Comment ces exemples-là s'appliquent au réseau de neurones? Dans l'introduction, je vous ai dit que les réseaux de neurones standards ne peuvent pas modéliser chaque situation ou problème que nous avons. Il y a un gros problème que je mets en exergue ici, c'est que les réseaux de neurones à propagation avant ne peuvent pas modéliser les données séquentielles. Okay. Le mot-clé ici, c'est le concept de mot séquentiel ou de données séquentielles. Les données séquentielles sont des données dans une séquence. Par exemple, une phrase, c'est une séquence. Une balle, quand elle se déplace dans l'espace et dans le temps, c'est une séquence. Okay. Dans la phrase que je vous ai montrée, vous avez compris chaque mot en vous basant sur votre compréhension des mots précédents. Okay. C'est ce qu'on appelle la mémoire séquentielle. Okay. Vous avez tous une mémoire séquentielle. Et vous avez pu comprendre que le point de données dans la séquence grâce à votre mémoire du point de données précédent dans cette séquence. Les réseaux de neurones traditionnels, ils ne peuvent pas faire ça. Okay. Et ça c'est une lacune majeure. L'un des inconvénients de la modélisation de séquences avec les réseaux de neurones traditionnels, c'est qu'ils ne partagent pas de paramètres dans le temps. Et c'est ça qu'on va essayer d'adresser avec les réseaux de neurones récurrents. On prend par exemple ces deux phrases. Mardi, il pleuvait, et puis il pleuvait mardi. Ces phrases signifient la même chose, mais les détails se trouvent dans différentes parties de la séquence. Okay. Lorsqu'on introduit ces phrases dans le champ d'un réseau de neurones pour une tâche de prédiction, le modèle attribuera des poids différents à mardi et pleuvait à chaque instant. Okay. Les choses qu'on apprend dans la séquence ne sont pas transférées si elles apparaissent à différents points de la séquence. Le partage des paramètres qu'on donne à un réseau, la possibilité de rechercher une fonction donnée partout dans la séquence plutôt que juste dans une certaine zone. Okay. Et ça, ce sont des séquences modèles et on a besoin d'un cadre d'apprentissage spécifique que les réseaux de neurones traditionnels ne peuvent pas nous donner. Okay. On a besoin de maintenir l'ordre des séquences et de garder une trace des dépendances sur le long terme, plutôt que de couper les données d'entrée trop courtes. Et on a également besoin de partager les paramètres à travers la séquence afin de ne pas avoir à recharger ces informations. Alors, comment les réseaux de neurones font ça? Les réseaux de neurones, c'est un type d'architecture de réseau qui utilise une boucle de rétroaction dans la boucle cachée. Okay. Contrairement au réseau feed-forward, à propagation avant, le réseau de neurones récurrent, il peut fonctionner efficacement sur des séquences de données avec une longueur d'entrée variable. Longueur d'entrée variable, ça peut être plusieurs mots dans une phrase. Okay. J'ai un chien qui s'appelle Robert, ou alors j'ai un chien. Vous pouvez avoir des séquences avec des entités de tailles différentes. Donc, le réseau de neurones récurrent, il est représenté généralement par cette petite flèche ici, pour dire qu'on a une boucle de rétroaction. Okay. Parfois, vous verrez les RNN représentés comme ceci au fil du temps, avec les couches cachées, H2, H3 et ainsi de suite. Okay. Alors, on va voir comment ça va fonctionner ensemble. Donc, le chemin d'entrée commence à X1. Ça peut être par exemple un mot ou une position de balle. Okay. Et le nœud caché H1, il utilise l'entrée X1 pour produire la sortie Y1. Okay. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a vu avec les réseaux de neurones traditionnels feed-forward. Entrée, poids avec biais, et puis sortie. Right. Mais là, au deuxième pas de temps, vous mettez une deuxième entrée, X2. Okay. Et là, H2 va utiliser à la fois la nouvelle entrée X2, mais également l'état dans le pas de temps précédent H1. Okay. Ça va faire une nouvelle prédiction, Y2. Donc, ça signifie qu'un réseau de neurones courant utilise la connaissance des états précédents comme entrée pour sa prédiction actuelle. Okay.
On peut répéter le processus pour un nombre arbitraire d'étapes, permettant au réseau de propager les informations par son état caché à travers le temps. Ça, c'est presque comme donner au réseau neuronal une mémoire à court terme. Okay. Ils ont ce concept abstrait de mémoire séquentielle et grâce à cela, on est en mesure de modéliser certaines zones de données séquentielles que les réseaux de neurones traditionnels n'arrivent pas à modéliser. Okay. Les réseaux de neurones récurrents se souviennent du passé et leurs décisions sont influencées par ce qu'ils ont appris du passé. Alors, les réseaux à propagation avant traditionnels se souviennent également des choses, mais ils se souviennent des choses qu'ils ont apprises pendant leur entraînement. Okay. Par exemple, un classificateur d'images, il va apprendre à quoi ressemble un 3 pendant l'entraînement. Et puis, il va utiliser ses connaissances pour classer les éléments en production. Alors, comment est-ce qu'on entraîne un réseau de neurones récurrents? Ben, c'est presque la même chose que l'entraînement d'un réseau de base, d'un réseau traditionnel, sauf que l'algorithme de propagation arrière est appliqué pour chaque point de données de séquence plutôt que pour la séquence en entier. Et cet algorithme, il est parfois appelé algorithme de propagation arrière à travers le temps, ou BTT back propagation through time. Okay. Alors pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, on va imaginer qu'on crée un réseau récurrent pour prédire la prochaine lettre qu'une personne est susceptible de taper sur un clavier d'ordinateur. Okay. La lettre qu'un utilisateur vient de saisir est très importante pour prédire la prochaine lettre. Cependant, toutes les lettres précédentes sont également très importantes pour la prédiction. Pas seulement celle d'avant, mais celle, la T-2, T-3 et ainsi de suite. Alors, on va regarder ensemble un exemple. À la première étape, l'utilisateur tape la lettre F. Okay. Donc, un réseau pourrait dire que la prochaine lettre va être E, basée sur tous les exemples d'entraînement précédents qui incluaient la combinaison FE dans les mots. Okay. Alors, j'ai mis en rouge parce qu'en fait, l'utilisateur, il ne va pas taper E, mais il va taper R. Okay, donc là, le réseau s'est trompé. Et ainsi, donc le réseau, il va utiliser maintenant les informations de R et puis les informations qu'il y a dans H1 pour calculer la prochaine prédiction, qui est A. Okay, effectivement, c'était un A que l'utilisateur va taper par la suite. D'accord. Maintenant, on a FRA. Quelle va être la prochaine lettre? N. Okay. Effectivement, c'est ce que l'utilisateur tape. D'accord. Et le réseau, maintenant, il utilise les informations T-1, T-2, T-3 pour produire la nouvelle prédiction, qui est un C, mais là, il s'est trompé. Parce qu'en fait, l'utilisateur, il voulait écrire Frank. Okay. Donc, ça nous donne comme ça une intuition de comment le réseau récurrent utilise les informations dans le temps de manière séquentielle pour faire des prédictions à tout moment. Okay. Alors, ce type d'application, évidemment, comme vous vous en doutez, a énormément de possibilités en Natural Language Processing. C'est ce genre de RNN qui est utilisé. Okay. Pour analyser des séquences musicales et pour prédire quelles seront les prochaines notes, on peut aussi utiliser des RNN. Il y a par contre un problème qui existe avec les RNN qui est connu sous le nom de mémoire à court terme. Okay. Mémoire à court terme, elle est causée par un problème qui est très connu. C'est un problème de gradients qui disparaissent, ou en anglais Vanishing Gradients Problem, ou VGP. À mesure que le RNN traite plus de mots, il a du mal à conserver les informations des étapes précédentes. Okay. Un mot qu'il a vu à 100 étapes auparavant, il aura plus de mal à s'en souvenir. C'est un peu comme notre mémoire. Si on vous donne une longue séquence de nombres comme pi,
et que vous essayez de les lire, vous allez probablement oublier les premiers chiffres de pi que vous avez lus. Okay. Alors, ce problème de disparition de gradient, ils sont liés à la nature même de l'algo de propagation arrière qu'on utilise, du backpropagation, l'algorithme utilisé pour entraîner les réseaux de neurones. Après la propagation directe, la propagation invente, le réseau de neurones va comparer cette prédiction à la variété terrain en utilisant une fonction de perte qui génère une valeur d'erreur, une estimation de la qualité avec laquelle le réseau fait son entraînement. Okay. Et le réseau utilise cette valeur d'erreur pour effectuer une propagation arrière qui calcule les gradients pour chaque nœud du réseau. Le gradient, c'est la valeur utilisée pour ajuster les poids internes au réseau, comme on l'a vu. Okay. Et en permettant au réseau d'apprendre, plus le gradient est grand et plus les ajustements sont importants, et vice-versa. Donc, c'est là où se situe le problème. En fait. Lorsqu'on exécute la propagation arrière, chaque nœud dans une couche calcule son gradient par rapport aux effets du gradient dans la couche avant lui. Donc, si l'ajustement aux couches précédentes est petit, alors les ajustements de la couche actuelle seront également petits. Ça fait que le gradient va diminuer de façon exponentielle à mesure qu'il se propage vers l'arrière. Okay. Donc, les couches précédentes ne parviennent qu'à très très peu d'apprentissage parce que les poids internes sont très peu ajustés en raison justement de gradients extrêmement petits. Plus on remonte dans le passé, plus les gradients sont petits et moins le RNN peut apprendre dans les couches très basses. Est-ce que c'est bon? En fait, j'ai une question. Ah, oui, il y a une question de quelqu'un que j'entends très mal. Est-ce que tu pourrais augmenter ton micro peut-être ou parler plus proche? Oui, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, super, c'est bon. Ouais, OK. Ouais, je n'ai pas tout à fait compris le problème qu'on essaie de résoudre avec VGP. Oui, OK. En fait, le VGP, le problème du vanishing gradient, c'est un problème qui est intrinsèque à la backpropagation. La backpropagation, c'est l'algorithme qu'on utilise pour ajuster les poids de notre réseau. Okay. Et donc, ce qu'on a vu dans les réseaux traditionnels, okay, c'est que vous initialisez vos poids et vos biais avec des valeurs random. Okay. Là, vous faites une feed-forward propagation. Là, vous calculez votre sortie. Vous pouvez calculer l'erreur de votre sortie avec le gold standard. Et puis là, vous allez appliquer une backpropagation qui utilise un algorithme de descente de gradient pour ajuster les poids. Okay. Quand on applique cette technique au réseau récurrent, okay, le problème, c'est que plus on va dans le passé, plus on va dans les couches temporelles basses, et plus le gradient qui est associé à la backpropagation va être petit. Si le gradient est petit, alors l'ajustement des poids sur chaque neurone va être lui aussi petit. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on remonte dans le passé, dans les réseaux de neurones récurrents, pendant l'entraînement, eh bien, on va avoir, on va pas faire en sorte que le réseau apprenne correctement si on remonte dans des couches récurrentes trop loin dans le passé. Okay. Ça c'est une explication de ce problème de la disparition de gradient. Okay. Le problème de la disparition de gradient est vraiment intrinsèque à l'entraînement des réseaux de neurones récurrents avec le backpropagation et puis la descente de gradient. C'est bon, merci. Alors, on va voir comment ce problème s'applique au réseau de neurones récurrents.
on va considérer qu'à chaque étape dans un réseau neuronal récurrent, chaque étape correspond à une couche. Okay. Pour entraîner un RNN, vous allez utiliser une application de la backpropagation, okay, comme on l'a vu tantôt, qui est la propagation arrière dans le temps, ou backpropagation through time. Les valeurs du gradient diminuent de façon exponentielle à mesure qu'on se propage en arrière à chaque étape. Les gradients utilisés font un ajustement sur le poids et les biais du réseau, ce qui lui permet d'apprendre. Okay. Et les petits gradients signifient des petits ajustements, et donc les premières couches ne vont pas ou peu apprendre. Ça, c'est encore une fois un peu une réponse à la question que tu avais posée. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Bon, ok. Ah, c'est Filmon. Filmon, ok. Donc, en raison du problème de la disparition de gradient, les RNN ne peuvent pas apprendre les dépendances à long terme à travers les étapes de temps. Donc, ça signifie que dans une séquence it was raining on Tuesday, il est possible que les mots it et was, qui sont au début, ne sont pas pris en compte lorsqu'on tente de prédire l'intention de l'utilisateur. Okay. Le réseau doit faire alors une meilleure estimation avec on Tuesday qui apparaissent plus proche du temps t. En fait. Et ça, c'est assez ambigu. Ce serait même difficile pour un être humain. Le fait de ne pas pouvoir apprendre sur des pas de temps antérieurs fait que le réseau a une mémoire à court terme. Okay. Alors, il y a des solutions pour lutter contre cette mémoire à court terme et ce problème de vanishing gradient. On peut utiliser des variants de réseaux de neurones récurrents. Alors, ces variants, c'est le LSTM, Long Short Term Memory, et l'autre, c'est le Gated RNN. Alors, ces deux variants fonctionnent exactement comme des RNN, mais ils sont capables d'apprendre des dépendances à long terme à l'aide de mécanismes qui sont appelés des portes ou des gates. Ces portes sont différentes opérations tensorielles qui apprennent des informations à ajouter, qui sont en fait, qui apprennent des informations qu'un état doit être qu'un état doit être masqué ou pas dans la boucle de rétroaction. La différence principale entre un gated RNN et un LSTM, c'est que le RNN, il a deux portes pour contrôler sa mémoire, une porte de mise à jour et une porte de réinitialisation, pardon, alors que le LSTM a trois portes, une porte d'entrée, une porte de sortie et une porte d'oubli. Alors, les RNN fonctionnent bien pour des applications qui changent beaucoup au fil du temps, comme le traitement naturel de langage, comme on l'a dit, la classification la classification des séquences ADN, reconnaissance vocale, et puis traduction du langage, par exemple. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans les détails des LSTM et des gated RNN. C'est un petit peu out of scope de ce cours d'introduction. Mais je vous invite, si vous êtes intéressé à en apprendre un peu plus, d'aller regarder certains tutoriels ou cours en ligne. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur les réseaux de neurones récurrents. Est-ce qu'il y a des questions d'autres questions sur les RNN? Alors, la troisième partie des architectures dont je voulais vous parler, c'est une qui est très connue, réseau de neurones convolutifs, ou CNN. Les CNN sont inspirés par l'organisation des neurones dans le cortex visuel du cerveau animal. Et par conséquent, ils fournissent des fonctionnalités très intéressantes, utiles pour traiter certains types de données, comme des images, signaux audio ou vidéo. Comme un réseau de neurones entièrement connecté, un CNN est composé d'une couche d'entrée, une couche de sortie et de plusieurs couches cachées entre les deux. Okay.
Alors, les CNN, ils tirent leur nom du type de couche cachée dont ils se composent. Les couches cachées d'un CNN se composent généralement de couches convolutives, des couches de mise en commun ou de regroupement qu'on appelle pooling, et des couches entièrement connectées ou fully connected. Et une couche de normalisation. Donc, ça signifie qu'au lieu des fonctions d'activation traditionnelles qu'on utilisait dans les réseaux de neurones à propagation avant, on utilise ici des fonctions de convolution et des fonctions de pooling. Okay. Alors, le plus souvent, l'entrée d'un CNN va être une matrice 2D, okay, typiquement une image, d'accord. Et donc, cette matrice 2D va correspondre aux pixels d'une image. Et la couche de sortie va généralement être unidimensionnelle si vous faites de la classification, ou alors bidimensionnelle si vous faites de la segmentation. Okay. Alors, la convolution, c'est une technique qui nous permet d'extraire des fonctionnalités visuelles d'une matrice 2D par petits morceaux. Okay, bon, vous connaissez tous la convolution maintenant. Chaque neurone dans une couche de convolution est responsable d'un petit groupe de neurones dans la couche précédente. Okay. La boîte englobante qui détermine le cluster de neurones, c'est appelé un filtre ou un noyau, en anglais kernel. Donc, conceptuellement, vous pouvez considérer comme un filtre qui va se déplacer sur une image, okay, et qui va effectuer une opération mathématique sur des régions individuelles de l'image. Il va ensuite envoyer son résultat aux neurones correspondants dans la couche de convolution. Ça, c'est exactement ce qu'on a vu ensemble quand on a parlé des filtrages de Sobel ou d'autres. On va appliquer une certaine convolution avec un noyau qui peut être une matrice 3-3, par exemple, avec des 1 au milieu et des 0 ailleurs. Et puis, ça, vous allez en fait appliquer un filtre sur l'image. C'est essentiellement ça que les couches de convolution font. Ce qui est intéressant, et c'est ça qui est une particularité des réseaux de neurones, c'est que le filtre, c'est le réseau de neurones qui va l'apprendre lui-même. Vous n'allez pas dire que ça va être un filtre de Sobel. Vous laissez le réseau créer le filtre lui-même. Okay. Mathématiquement, une convolution de deux fonctions est définie comme suit. C'est en fait un produit scalaire de la fonction d'entrée et de la fonction noyau. Okay. Alors, donc on a parlé des convolutions, maintenant on va parler du regroupement, ou pooling. Le pooling, c'est connu aussi comme une façon de faire un sous-échantillonnage, et c'est l'étape d'après d'un CNN. L'objectif du pooling, c'est de réduire le nombre de neurones nécessaires dans les couches ultérieures du réseau, tout en conservant les informations les plus importantes. Alors, il existe deux types de regroupements qui peuvent être faits, le max pooling et le min pooling. Alors, c'est assez intuitif ce que ça veut dire. Le max pooling, c'est basé sur la sélection de la valeur maximale dans la région sélectionnée. Typiquement, si vous voulez faire du max pooling sur ces 4 valeurs, et bien ces 4 valeurs, elles vont donner une seule valeur qui va être un 9. Okay. Le max pooling sur cette matrice de 2, ça va être 8, 9 et 5. Okay. Et le min pooling va être basé sur la collecte des valeurs minimales dans la région. Donc, lorsqu'on met toutes ces techniques ensemble, on obtient une architecture pour un réseau de neurones profonds qui est assez différente d'un réseau de neurones entièrement connecté qu'on a vu tantôt. Pour la classification d'images, où les CNN sont utilisés très fortement, on prend d'abord une image d'entrée, qui est une matrice bidimensionnelle, généralement avec 3 canaux de couleurs, rouge, vert et bleu, mais ça peut aussi être une image en niveau de gris, donc avec un seul canal. Ensuite, on va utiliser une couche de convolution avec plusieurs filtres pour créer une matrice de caractéristiques bidimensionnelles comme sortie de chaque filtre. On va ensuite regrouper
les résultats pour produire une matrice de caractéristiques de sous-échantillonnage pour chaque filtre de la couche de convolution. Ensuite, on va répéter généralement ces étapes de convolution et de regroupement plusieurs fois en utilisant les fonctionnalités précédentes comme entrée. On a par exemple au départ une matrice 256 par 256. Okay. On va faire une convolution par filtre, un max pooling, donc on arrive à une matrice de 128 par 128. Ensuite, autre convolution, max pooling, 64 par 64, convolution, max pooling, 32 par 32 et ainsi de suite. Okay. Ensuite, on va ajouter quelques couches cachées entièrement connectées pour aider à classifier notre image. Et enfin, on produit une prédiction de classification pour la couche de sortie. Par exemple, dans ce cas-là, montagne, ou alors plage, ou chien, ou chat, ou chien, et ainsi de suite. Okay. Alors, les applications des CNN, c'est essentiellement dans la vision par ordinateur, fait pour la reconnaissance d'images, traitement d'images, segmentation d'images, analyse de vidéos et puis traitement naturel du langage. Okay. Donc, en l'occurrence, dans mon laboratoire, on utilise énormément les CNN pour faire de la segmentation d'images d'IRM. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie des CNN? Oui, juste par curiosité, la classification. Oui. Oui, la classification, là je le conceptualise plus ou moins comment on peut avoir juste un neurone sur la couche, la dernière couche qui soit on ou off. La segmentation, là je vois pas trop comment ça peut fonctionner. Oui, pour la segmentation, en fait, on peut. C'est une super question. Pour la segmentation, on peut utiliser en fait une architecture qui est très populaire, qui s'appelle le UNet. Et ce qui va se passer avec le UNet, si on revient dans cette dans ces étapes, c'est que ce qu'on a vu, c'est que tu vas appliquer des filtres, ensuite pooling. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est Alice qui a son micro ouvert, si tu pouvais peut-être couper ton micro. Donc on va passer d'une image d'entrée de 256 à différents filtres, 128, 64, 32 et ainsi de suite. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va suréchantillonner. Donc on va repasser à un filtre 64 par 64, 128 par 128, 256 par 256. D'accord. Donc notre prédiction, elle aura finalement 256 par 256 pixels. Et puis, chaque pixel va correspondre à une classe, par exemple. Donc, si on veut faire de la segmentation sémantique à deux classes, et que tu veux, par exemple, segmenter ma main, et ben, les pixels qui seront dans ma main vont avoir une valeur de 1. Les pixels à l'extérieur de ma main vont avoir une valeur de 0. Okay. Et donc, ça va être essentiellement une tâche de classification binaire par voxel, par pixel. Okay. Et c'est le UNet, c'est l'architecture UNet qui permet de justement avoir une architecture qui te permet d'avoir en sortie le même nombre de pixels que l'image en entrée. C'est bon, merci. Ouais. Oui, c'est bon, merci. Alors, c'est un exemple de possibilité. Hein. Il existe d'autres types de fully connected CNN. Mais c'est ça, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est essentiellement un petit peu l'idée derrière la segmentation d'images. OK. Alors, ce qu'on va faire maintenant dans cette section, c'est qu'on va discuter, c'est surtout une section pour faire un récapitulatif du cours en Deep Learning qu'on vient de voir, et on va discuter 5 étapes qui sont communes à chaque projet d'apprentissage profond que vous commencez. Quand si vous êtes amené à commencer un projet en apprentissage profond, quelles seront les étapes? Okay. Qu'est-ce que vous devez faire? Les 5 étapes principales, ça va être rassembler les données, pré-traiter les données,
entraîner le modèle, évaluer le modèle et puis optimiser le modèle. Alors, rassembler les données. Les données sont au cœur de ce qu'est l'apprentissage profond. Okay, votre modèle sera puissant si les données que vous apportez sont pertinentes. Okay. Première étape, c'est la collecte des données. Donc, le choix des données et la quantité de données dont vous nécessiterez va dépendre essentiellement du problème que vous essayez de résoudre. Okay. Choisir les bonnes données, c'est essentiel. C'est vraiment, vraiment essentiel. De mauvaises données vont impliquer un mauvais modèle. Okay. On pense à l'expression en anglais « garbage in, garbage out ». Là, ça s'applique très, très bien au réseau de neurones. Une bonne règle de base, ça va consister à faire l'hypothèse sur les données dont vous avez besoin et à prendre soin de noter ces hypothèses afin que vous puissiez les tester plus tard si nécessaire. La taille des données, c'est une question que tout le monde pose. Okay. Combien de données j'ai besoin pour entraîner mon modèle? Si vous prenez des différents types de bases de données, vous aurez des tailles qui peuvent être drastiquement différentes, avec des ordres de grandeur très différents. La base de données de fleurs d'iris, par exemple, contient environ 150 images. Okay. Et ça peut être suffisant si on veut entraîner un modèle où vous aurez en fait un domaine d'images qui est relativement homogène. Okay. Le Gmail, la base de données Gmail Smart Reply a environ 238 millions d'exemples dans ces exemples en cours d'exécution. Et Google Translate aurait actuellement des milliards de points de données. Alors, lorsque vous choisissez un ensemble de données, il n'y a pas de solution universelle. Okay. La taille minimum dépend beaucoup de l'hétérogénéité des données et du type de tâche que vous aurez à effectuer. Une règle générale, c'est que la quantité de données dont vous avez besoin pour un modèle doit être 10 fois supérieure au nombre de paramètres du modèle. Mais encore une fois, ça peut différer de temps en temps selon le type de modèle que vous construisez. Okay. C'est vraiment ce 10 fois plus grand, là, c'est une sorte de rule of thumb, mais qui parfois n'a pas du tout, disons, ne s'applique pas du tout. Okay. Pour la classification, pour les analyses de régression, vous devez par exemple utiliser 10 exemples par variable prédictive. Et pour les tâches de classification d'images, on parle de 1000 images par classe. Encore une fois, ce sont des règles très générales. Personnellement, je ne les aime pas du tout. Par exemple, en imagerie médicale, ça fait des années qu'on travaille avec, qu'on entraîne des modèles, et puis on utilise généralement des centaines d'images, voire des dizaines d'images parfois. Okay. Et ça fonctionne très bien. Un point aussi qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle image brute et image transformée. Okay. Quand je dis qu'en imagerie biomédicale, on utilise parfois quelques dizaines d'images et puis on peut entraîner des CNN sans problème, il faut savoir qu'on utilise des techniques d'augmentation de données. Okay. On en a parlé tantôt, on a dit qu'on pouvait prendre les données brutes et les flipper, faire des zoomings, faire des translations. Il y en a d'autres qu'on peut appliquer, d'autres transformations qu'on peut appliquer, mais tout ça contribue à augmenter la quantité de données. Donc, on peut générer des millions de données avec seulement quelques centaines de données brutes en entrée. Okay. Alors, si la quantité de données compte, la qualité des données compte aussi. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de données si ce sont des mauvaises données. Alors, certains aspects de la qualité tendent à correspondre à des modèles performants. Et un aspect, c'est la fiabilité. Okay. La fiabilité fait référence à la mesure dans laquelle vous pouvez faire confiance à vos données. Un modèle formé sur un ensemble de données fiables va être plus susceptible de produire des prédictions utiles qu'un modèle formé sur des données non fiables. Quelle est la fréquence des erreurs de labellisation, par exemple? Okay. Si vos données sont labellisées par des humains, il peut y avoir des erreurs qui vont nuire fortement à la performance du modèle.
si je prends encore l'exemple de l'imagerie médicale, on travaille sur des algos de segmentation de tumeurs, par exemple, sur des images IRM. Donc, parfois, ça va être des radiologues très experts qui vont labelliser les contours de la tumeur. Parfois, ça va être des étudiants qui commencent dans le domaine et qui vont parfois labelliser des pixels qui sont à côté de la tumeur, qui ne correspondent pas à la tumeur. Ensuite, toutes ces données de gold standard vont rentrer pour l'entraînement des réseaux de neurones et le réseau, il va parfois être un peu confus parce qu'il va recevoir des données labellisées qui sont correctes et des données labellisées qui sont pas si bonnes que ça. Okay. Il faut faire absolument attention à ces aspects-là. Un autre point, c'est l'hétérogénéité des données. Okay. Est-ce que vos données sont hétérogènes ou est-ce qu'elles sont toutes plus ou moins similaires? Okay. Donc ici, on est en train de parler du domaine des données. Par exemple, si toutes les données ont été acquises avec le même système IRM, les mêmes paramètres d'acquisition, alors le modèle sera plus facile à entraîner parce que toutes les données vont se ressembler assez bien. D'accord ? Par contre, si vous mettez en entrée des IRM qui ont été acquises à différents endroits dans le monde, avec des paramètres d'acquisition différents, des adultes, des bébés, des champs de vue qui sont différents, là, le modèle aura plus de difficultés à apprendre. Okay. Alors, il existe beaucoup d'autres facteurs qui déterminent la qualité, comme par exemple le niveau de bruit, les biais d'intensité. Et bon, on n'a pas le temps de rentrer dans tous ces détails, mais l'idée, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que le concept d'hétérogénéité et de domaine, c'est vraiment clé lorsque vous voulez vous pencher dans un problème de réseau de neurones. C'est bon? Alors, vous voulez commencer à faire du deep learning, où trouver vos données? Alors, je vais vous donner quelques sites où vous pouvez commencer déjà des recherches sur des données dans le domaine public. Il y a le référence UCI en machine learning qui contient environ 500 ensembles de données qui sont très bien entretenus. Kaggle, c'est un autre exemple où vous allez adorer à quel point ces ensembles de données sont détaillés. Okay, il vous donne des informations sur les fonctionnalités, le type de données, le nombre d'enregistrements, etc. Vous pouvez utiliser un noyau, un kernel qui est déjà proposé par certains sites dans Kaggle. Donc, vous n'aurez pas finalement à télécharger les données. La recherche de l'ensemble de données Google est toujours en version bêta, mais c'est aussi un site très performant que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Reddit, c'est également un excellent endroit pour trouver des ensembles de données pour vos exemples en deep learning. Et avec Reddit, il y a aussi des risques que les données ne soient pas correctement organisées. Aussi, elles sont un peu moins curated, on va dire. Et puis en biomédical, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, ça, dans mon lab. OpenNeuro, c'est un site de partage des données en neuroimagerie, principalement IRM. Et les données sont très bien organisées. Elles sont aussi standardisées en termes de nom de fichier et puis des métadatas pertinentes comme âge, sexe et des choses comme ça. Et puis, vous pouvez aussi créer votre propre jeu de données. Okay. Vous pouvez utiliser des web scrappers comme Beautiful Soup pour obtenir vos données requises pour créer votre ensemble de données. C'est bon? Alors, après avoir sélectionné votre ensemble de données, vous devez maintenant réfléchir à la manière dont vous allez utiliser ces données. Okay. Donc, vous devez suivre certaines étapes de pré-traitement courantes. Alors, première chose, c'est de diviser l'ensemble de données en sous-ensembles. En anglais, vous allez split the dataset. Donc, en général, on va diviser un ensemble de données en 3 parties. La partie d'entraînement,
les données d'entraînement qui servent à fitter les paramètres du modèle, c'est-à-dire les poids et les biais. Les données de validation qui vont permettre d'évaluer la performance du modèle et puis d'optimiser les hyperparamètres. Les données de validation, hein, elles sont donc non vues pendant l'entraînement. Donc, ça fournit une évaluation qui n'est pas biaisée lorsque le modèle est fité sur l'ensemble des données d'apprentissage, sur l'ensemble des données d'entraînement. Et les données de validation, elles sont souvent utilisées pour la régularisation par arrêt précoce, pour contrôler l'overfitting. Si vous voyez si vous entraînez un modèle et puis que vous voyez, à mesure que les époques avancent, que votre dice loss plateau et que ça plateau sur les données de validation, alors vous savez que vous pouvez faire un early stopping au moment où ça commence où le plateau commence à apparaître. Les données de test, elles sont utilisées, donc pareil, elles ne sont pas vues pendant l'entraînement et elles sont utilisées pour fournir une évaluation non biaisée de l'ajustement final du modèle sur l'ensemble des données d'entraînement. Les données test, c'est vraiment le type de données qui est utilisé pour évaluer la performance du modèle dans un cas réel, en fait. Parce que le early stopping, il va être fait à partir des données de validation, mais pas à partir des données de test. Toute la partie optimisation d'hyperparamètres, elle va dépendre des données de validation, mais elles ne vont pas dépendre des données de test. C'est bon? Donc, les données de test, c'est vraiment votre jeu de données ultime pour être certain que votre modèle fonctionne bien. Alors maintenant, on peut se poser la question de pourquoi ne pas avoir seulement deux ensembles de données, entraînement et test. Comme on l'a mentionné précédemment, pour optimiser un modèle, c'est important de pouvoir régler sa configuration. Donc choisir les bonnes valeurs pour les hyperparamètres. Et cette mise au point se fait avec des informations reçues de l'ensemble de validation. Donc ce processus-là, c'est une forme d'apprentissage en soi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'isoler de ce troisième jeu de données de test. Alors on notera aussi qu'on ne peut pas simplement diviser les données au hasard, les yeux fermés, sinon on obtiendrait des résultats aléatoires. Donc il doit y avoir une sorte de logique pour diviser les jeux de données. Et essentiellement, ce que vous voulez, c'est que les trois ensembles, entraînement, validation et test, soient similaires les uns aux autres pour éliminer le plus possible des biais. Par exemple, si vous entraînez un modèle de segmentation de cerveau sur des images IRM et que votre donnée d'entraînement, c'est des IRM d'adultes et que les données de test, c'est les IRM de bébés, eh ben, votre modèle, il ne va pas du tout fonctionner. Parce que tous les poids vont être entraînés sur des images d'IRM d'adultes qui ont des particularités en termes de taille, image features et autres. Et si vous présentez ensuite, si vous testez votre modèle avec des données qui n'ont rien à voir, des données d'un autre domaine, là, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que c'est important que quand vous faites votre splitting, votre data splitting, eh bien, chaque jeu de données soit représentatif de votre domaine de données. Bon. Alors, le choix du fractionnement de données va dépendre de deux choses. Tout d'abord, le nombre d'échantillons dans vos données et le modèle que vous souhaitez entraîner. D'accord ? Modèles avec très peu d'hyperparamètres seront faciles à valider et à optimiser. Vous pouvez probablement réduire la taille de votre jeu de validation. Si votre modèle comporte beaucoup d'hyperparamètres, nombre de couches par exemple, nombre de neurones, le taux d'apprentissage,
là, vous voudriez disposer d'un ensemble de validation qui soit suffisamment grand et puis potentiellement envisager la validation croisée. La validation croisée, c'est quelque chose qu'on va voir juste après. Et si vous avez un modèle sans hyperparamètres ou des modèles qui ne peuvent pas être réglés facilement, là, vous n'avez pas besoin d'ensemble de validation. Donc, vous avez juste un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. Okay. Typiquement, ce qu'on fait dans notre laboratoire, c'est qu'on va d'abord optimiser les hyperparamètres avec un ensemble de validation. Et puis, une fois qu'on a trouvé les bons hyperparamètres, là, on va lancer l'entraînement. Et puis, on va mettre de côté les datas de validation et on va juste avoir un gros ensemble de jeux de données d'entraînement et puis un petit ensemble de tests à la fin. Alors, dans l'ensemble, comme beaucoup d'autres choses sur l'apprentissage profond, le ratio de partage, validation, test et train est très spécifique à votre cas d'utilisation. Okay, donc, ça devient plus facile de juger à mesure que vous entraînez et construisez plus de modèles. D'accord ? C'est une intuition que vous allez gagner avec votre expérience. Alors, j'ai mentionné rapidement la validation croisée. Okay. Habituellement, vous souhaitez diviser votre ensemble de données en deux. Entraînement et test. Okay. Après, vous allez garder de côté l'ensemble de tests et puis vous allez choisir au hasard un certain pourcentage de votre ensemble d'entraînement. Donc, vous aurez une partie de ces données d'entraînement qui seront utilisées pour l'entraînement d'un modèle et l'autre partie pour la validation. Okay. Le modèle est ensuite entraîné et puis vous allez faire un shuffling et puis générer un nouveau splitting, d'accord, randomiser la sélection de ce qui est entraînement et ce qui est validation, entraîner un autre modèle et ainsi de suite. Okay, donc, vous faites comme ça de la cross-validation pour pouvoir évaluer la performance de votre modèle sur un fractionnement qui est randomisé essentiellement. Okay. Et vous pouvez, et le fait de faire ça plusieurs fois, ça va vous permettre d'avoir une moyenne sur vos performances, une moyenne sur le coefficient DICE par exemple, et une déviation standard, et donc de calculer des statistiques. Ok. Monsieur? Oui, Armand? Oui, sur la slide précédente, juste une précision. Est-ce que, parce qu'on va faire plusieurs itérations où on va shuffle les données, est-ce que le modèle est actualisé à chaque fois? Je vois, ouais. Alors, c'est encore pire que ça. C'est que vous allez en fait générer plein de modèles. Ok. Pour chaque reshuffling, vous aurez à la fin un modèle et puis un score de performance. Donc, typiquement, si vous voulez, par exemple, publier un article où vous allez proposer une nouvelle architecture en deep learning, ce que les reviewers vont vous demander de faire, c'est de valider que votre modèle fonctionne bien. Et puis, comme on l'a vu, en fait, au moment où vous lancez votre initialisation, eh ben, tous les poids et les biais sont initialisés de manière random. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe si tu fais une initialisation aléatoire, ensuite tu obtiens un modèle. Si tu refais la même expérience, avec exactement les mêmes données d'entraînement et de validation, eh ben, tu auras un modèle qui sera un peu différent. Right? C'est la même chose avec les données. Si tu entraînes un modèle en faisant un reshuffling, tu auras un modèle qui sera un peu différent. Donc, l'idée derrière la validation croisée, c'est de lancer plusieurs entraînements, calculer un score de performance et puis ensuite calculer une moyenne, une déviation standard sur ces scores de performance, ce qui donne une idée de la stabilité de ton architecture et de ton modèle. Ok, ouais. Merci. Alors évidemment, c'est des choses qui prennent énormément de temps parce que parfois, pour entraîner un modèle, ça peut prendre plusieurs jours.
Donc, parfois, des tests de validation croisée, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, c'est là où justement avoir des grappes de GPU, c'est vraiment très, très utile. Alors, donc si vous travaillez sur des données de série chronologiques, une technique fréquente va consister à diviser les données en fonction du temps. Par exemple, si vous avez un ensemble de données avec 40 jours de données, vous pouvez entraîner vos données du jour 1 au jour 39 et évaluer votre modèle sur les données du jour 40. Et pour des systèmes comme celui-ci, les données d'entraînement sont plus anciennes que les données de diffusion. Donc, cette technique garantit que le jeu de validation va refléter le décalage entre l'entraînement et l'utilisation. Mais bon, il faut aussi garder à l'esprit que le fractionnement, que le splitting basé sur le temps fonctionne mieux avec des très très grands ensembles de données. Okay, c'est-à-dire plusieurs millions d'exemples généralement. Alors, la deuxième méthode dans le pré-traitement, c'est le formatage. L'ensemble des données que vous avez choisies n'est peut-être pas dans le bon format que vous aimez. Par exemple, les données peuvent être sous la forme d'une base de données, mais vous souhaitez les avoir sous la forme d'un fichier CSV et vice-versa. Okay. Alors, il y a plusieurs façons pour adresser ces problèmes de formatage. Et puis, généralement, si vous avez des soucis en lien avec ça, utilisez Google, posez la question sur Google et vous aurez la réponse. Pour vous donner un petit exemple, en imagerie médicale, un problème assez courant, c'est le type de données, le format des données IRM. Okay. Les données peuvent être en DICOM, en IFTI, ça peut être des images, PNG, JPEG, TIFF et autres. Et vous pouvez imaginer que quand vous créez un modèle, eh ben, vous voulez avoir un seul type de format d'image qui va rentrer dedans. Donc, pour ça que l'aspect pré-traitement est vraiment partie intégrante et très importante de l'entraînement d'un réseau de neurones. Et il ne faut absolument pas la négliger. Souvent, en fait, on passe beaucoup plus de temps à faire le pré-traitement des données qu'à entraîner un modèle, en fait. Un autre point concernant le pré-traitement des données, c'est traiter les données manquantes. Okay. C'est une des étapes les plus difficiles dans la collecte des données. Sauf si vous êtes chanceux d'atterrir avec un ensemble de données parfait, ce qui arrive généralement jamais. Donc, traiter les données manquantes va prendre une grande part de votre temps. Et il est assez courant dans les problèmes dans le monde réel de manquer certaines valeurs dans les échantillons de données. Ça peut être dû à des erreurs dans la collecte des données, des espaces vides dans les requêtes, des mesures non applicables, etc. Alors, les valeurs manquantes, elles peuvent être généralement représentées par des indicateurs NaN, not a number, ou nul. Il y a un problème avec ça, c'est que la plupart des algorithmes ne peuvent pas gérer ce genre de valeurs manquantes. Okay, si vous mettez NaN sur Python, en PyTorch, ça ne va pas correctement interpréter ça. Donc, il faut pouvoir nous occuper de ces données manquantes avec une façon qui peut être interprétable par votre algorithme. Alors, une première méthode consiste à éliminer les données d'entité avec les valeurs manquantes. L'inconvénient, c'est que vous risquez de supprimer des informations pertinentes. Une deuxième méthode, c'est d'imputer les valeurs manquantes. Donc, typiquement, vous définissez les valeurs manquantes comme une valeur moyenne pour le reste des échantillons. Okay. Alors, il existe d'autres moyens pour traiter les ensembles de données spécifiques. Pour vous donner un exemple, encore une fois en imagerie médicale, quand on entraîne des algorithmes de segmentation de tumeurs sur des IRM multicontrastes, on s'attend à ce que le modèle il reçoive en entrée 2 contrastes IRM différents, okay, une pondération T1, une pondération T2. C'est juste
deux types de séquences d'IRM particulières. Donc là, on a des collaborateurs radiologues qui nous partagent les données. Okay. On a par exemple une base de données avec 250 patients. Et puis, 5 patients ont dû arrêter l'expérience d'IRM, ou alors le radiologue n'a pas acquis toutes les images pour des raisons X. Et donc, il nous manque les contrastes T1 ou T2. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là si on veut entraîner un modèle où le modèle doit absolument recevoir deux canaux d'images? Eh bien, il existe différentes techniques. Une technique qu'on a actuellement, c'est de remplir toutes les images par des zéros, par exemple. Et puis, le réseau de neurones va apprendre par lui-même à ne pas considérer ces images-là. Donc, encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre type de tâche, type d'application et type de données. Mais c'est des... Comment dire, il y a beaucoup d'approches, beaucoup de stratégies pour dealer avec les données manquantes. Alors, parfois, vous pouvez avoir trop de données que ce dont vous avez besoin. Plus de données peut entraîner une plus grande exigence dans le calcul et dans la mémoire. Et dans tel cas, il est recommandé d'utiliser un petit échantillon de l'ensemble de données. Ce sera plus rapide pour explorer différentes solutions et puis faire de l'optimisation d'hyperparamètres. Dans la plupart des ensembles de données du monde réel, vous rencontrerez des données qui sont déséquilibrées. Okay. En anglais, on appelle ça imbalanced data. Ça, c'est aussi un gros problème en deep learning. C'est-à-dire que les données de classification qui ont faussé la proportion de classes va conduire à la montée d'une classe minoritaire et d'une classe majoritaire. Si on entraîne un modèle sur des données comme celle-ci, avec très peu d'yes et beaucoup de no, un modèle va principalement passer du temps à apprendre sur la classe majoritaire, sur la classe no, et beaucoup moins de temps sur la classe yes. Et par conséquent, le modèle sera biaisé en faveur d'une classe majoritaire. Okay. Et donc, dans des cas comme celui-ci, on va utiliser généralement un processus qu'on appelle sous-échantillonnage et pondération à la hausse. On va en fait donner plus de poids aux classes minoritaires. Alors, ça, c'est des problèmes qui sont actuellement beaucoup discutés en deep learning, beaucoup de problèmes éthiques qui sont liés au deep learning, des problèmes justement de biais dans le profilage, quand des algos d'identification de visage sont utilisés, par exemple, selon les races, selon les origines ethniques. Il y a énormément de recherches en éthique sur l'intelligence artificielle qui essaye de justement corriger ces problèmes de data imbalancement. L'idée aussi derrière, d'un point de vue algorithmique et mathématique, l'idée de corriger ce imbalancement, c'est d'avoir une convergence plus rapide. Plus on voit la classe minoritaire et plus le modèle va converger rapidement. Si on consolide la classe minoritaire avec moins d'exemples mais des poids plus importants, on va dépenser moins d'espace disque pour les stocker. Et le fonctionnement garantit que le modèle est toujours étalonné. Nous ajoutons le fonctionnement après un sous-échantillonnage afin de maintenir l'ensemble des données dans une proportion similaire. Et ces processus aident essentiellement un modèle. Donc, voir plus de coûts minoritaires plutôt que seulement la classe majoritaire, ça permet à notre modèle de mieux fonctionner dans des situations réelles. Alors, la mise à l'échelle des fonctionnalités, c'est une étape cruciale dans la phase de pré-traitement.
comme la majorité des algorithmes en apprentissage profond fonctionnent mieux lorsqu'ils traitent des fonctionnalités lorsqu'ils sont à la même échelle. Des techniques les plus courantes sont la normalisation, qui se réfère à la mise à l'échelle des caractéristiques dans une plage entre 0 et 1. Ce que ça fait, c'est que c'est un cas particulier de la mise à l'échelle min-max. Pour normaliser les données, on va appliquer une mise à l'échelle minimale et maximale à chaque colonne de caractéristiques. La standardisation, ça consiste à centrer les données sur la moyenne 0 avec un écart type de 1. Okay, c'est un peu comme la normalisation, mais on va également corriger l'écart type. Donc là, les colonnes des caractéristiques ont les mêmes paramètres qu'une distribution normale standard. Donc les moyennes 0 et variance unitaire. Et ça rend beaucoup plus facile pour les algorithmes d'apprentissage d'apprendre des poids et des paramètres. Et puis ça conserve aussi les informations utiles comme les valeurs aberrantes, les outliers, et puis ça rend les algorithmes moins sensibles à ces valeurs aberrantes. Une fois que nos données sont préparées, on les introduit dans notre réseau pour l'entraînement. On a discuté du processus d'apprentissage d'un réseau de neurones. Et une fois qu'une donnée a été fournie, la propagation directe se produit et les pertes de données sont comparées à la fonction de perte. Et les paramètres sont ajustés en fonction de cette perte. Alors maintenant, le modèle s'est entraîné. On doit maintenant tester la qualité du modèle. Alors, on utilise un ensemble de validations qu'on a mis de côté plus tôt. Et le processus d'évaluation permet de tester un modèle par rapport aux données qu'il n'a jamais vues précédemment. Okay, ça, c'est censé être représentatif de la performance du modèle dans le monde réel. Alors, après le processus d'évaluation, il y a de fortes chances que le modèle soit optimisé davantage. Vous vous rappelez qu'on avait commencé avec des poids aléatoires et des biais aléatoires, et ceux-ci ont été affinés lors de la propagation arrière. Okay, dans la plupart des cas, la propagation arrière ne va pas trouver une solution finale du premier coup. Donc ça, ce n'est pas grave. Il y a plusieurs façons pour optimiser davantage le modèle. Et le réglage des hyperparamètres, c'est justement un bon moyen pour optimiser les performances du modèle. Alors, une façon de faire, c'est de montrer au modèle le jeu de données plusieurs fois, c'est-à-dire en augmentant le nombre d'époques. Une autre méthode, c'est d'ajuster le taux d'apprentissage, learning rate. On a vu précédemment que le taux d'apprentissage définit où on déplace la ligne pendant chaque étape, basée sur les informations de l'étape précédente d'entraînement pendant la backpropagation. Et ces valeurs vont jouer un rôle important dans la performance du modèle entraîné et de la durée d'entraînement. Pour des modèles complexes, les conditions initiales peuvent jouer aussi un rôle important dans la détermination du résultat de l'entraînement. Il y a de nombreuses considérations à cette phase d'entraînement et c'est important que vous définissiez ce qui rend un modèle bon. Sinon, vous pourriez vous trouver à peaufiner les paramètres pendant assez longtemps. L'ajustement de ces hyperparamètres, ça reste un peu un art et c'est un processus expérimental qui dépend des spécificités de vos données, modèles, processus d'entraînement. Okay. C'est des intuitions que vous allez développer si vous êtes amené à entraîner des modèles. Alors on va juste, si vous voulez, on va faire une petite pause. Petite pause de quelques minutes. Il faut que j'aille me chercher de l'eau et puis je reviens bientôt. Okay. Je vous laisse penser à des questions pendant ce temps.
qu'il y a des questions? Pas de questions. OK, alors on va continuer. Donc, l'un des problèmes les plus courants que vous allez rencontrer, c'est quand votre modèle fonctionne bien sur des données d'entraînement, mais performe horriblement sur des données qu'il n'a jamais vues auparavant. Okay. Ça, c'est le problème de surajustement ou overfitting, dont on a déjà parlé. Alors, ça se produit quand le modèle apprend un modèle qui est spécifique à l'ensemble des données, mais l'ensemble des données d'entraînement, mais qui n'est pas pertinent pour les autres données non vues pendant l'entraînement. Alors, comme on l'a vu, il y a plusieurs façons pour éviter le surapprentissage que vous serez amené à faire. C'est obtenir plus de données, réduire la taille de modèle et la régularisation. Alors, obtenir plus de modèles, c'est généralement la meilleure solution. Un modèle qui a plus de données d'entraînement généralisera généralement mieux. Réduire la taille du modèle, c'est aussi quelque chose que je vous suggère de considérer. Okay. Commencez pas à entraîner un CNN du type ImageNet avec 22 couches cachées. Là. Commencez de manière un peu moins ambitieuse. En réduisant le nombre de paramètres, vous allez réduire sa capacité d'apprentissage. Mais en diminuant la capacité du réseau, vous allez le forcer à apprendre des patterns qui comptent et qui minimisent la perte. Mais si vous réduisez trop la capacité du réseau, là, vous risquez aussi le sous-ajustement, okay, le underfitting. Un modèle qui ne va pas être en mesure d'apprendre des modèles pertinents sur des données entraînées. Alors, il n'y a pas de formule magique pour déterminer le bon équilibre. Ça doit être testé, évalué avec justement de la cross-validation et puis de l'optimisation d'hyperparamètres. Troisième méthode qu'on a aussi vue, c'est la régularisation, d'accord, pour traiter l'overfitting. C'est contraindre la complexité du réseau en forçant des poids à ne prendre que des petites valeurs. Okay. Régulariser la distribution, ça se fait en ajoutant à la fonction de perte du réseau un coût associé au poids du réseau. Okay. Ce coût, il peut se faire avec une régularisation en norme L1, qui correspond à la valeur absolue des coefficients du poids. C'est-à-dire que vous allez en fait imposer au poids de ne pas changer de manière drastique différente, mais les poids, ils vont en fait, si vous faites la somme des poids selon la norme L1, eh bien cette somme-là doit être inférieure à une certaine valeur. Vous allez ajouter cette valeur lors de la fonction de coût au moment où vous évaluez la performance de votre modèle après avoir fait le forward propagation. Puis, vous avez également la norme L2 qui correspond à la valeur au carré des coefficients du poids. Une autre façon pour réduire l'overfitting, c'est d'augmenter les données. Okay. Pour qu'un modèle fonctionne bien, nous avons besoin de beaucoup de données. Si vous travaillez avec des images, il y a toujours une chance que votre modèle ne fonctionne pas aussi bien que vous souhaitez. Donc, dans ce cas-là, comme on l'a vu, vous pouvez faire du data augmentation. Ça fonctionne extrêmement bien. Rotation, flou, zoom. Donc, vous augmentez artificiellement la quantité de vos données. Okay. Enfin, comme on en a parlé, la dernière méthode de régularisation, c'est le dropout. C'est une technique qui vous permet donc de supprimer de manière aléatoire des unités au réseau de neurones. Donc, vous allez en fait ignorer des neurones pendant la phase d'entraînement d'un ensemble de neurones choisis au hasard. Okay. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin du dropout? Pourquoi est-ce qu'on doit fermer les parties du réseau de neurones? Une couche entièrement connectée va occuper la plupart des paramètres et par conséquent, les neurones développent une codépendance entre eux pendant l'entraînement. Et ça limite une puissance individuelle de chaque neurone et conduit à un overfitting avec les données d'entraînement. Donc, le dropout, c'est un bon moyen pour réduire ce overfitting. Donc, voilà, ce qu'on a vu à la fin, c'était une sorte de résumé très rapide là, des différents concepts importants qu'on a vus ensemble. Alors, j'espère que ce cours d'introduction à l'apprentissage profond vous sera utile pour votre futur. Encore une fois, il existe
énormément de cours, énormément de ressources sur le web, des tutoriels sur PyTorch, TensorFlow et autres, qui vous permettront de vous familiariser avec la théorie